Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de la CIFAL TV. Vous qui nous suivez bien sûr en direct sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à présent à participer à cette table ronde, le grand débat institutions et représentation professionnelle face à la pandémie. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui devient récurrent. La thématique elle-même de cette édition 2021 est placée bien sûr sous le signe des temps de crise, donc il est inévitable aujourd'hui qu'on y accorde carrément un débat. Des panélistes, en l'occurrence l'UNOP, la PCH, le SNAPO, le SAF, la SAFO, le CNOP, présents avec nous pour justement parler de l'implication de tout ce beau monde pour lutter et faire face à cette grave crise qui touche la planète entière. Je vais donner la parole au docteur Mohamed Nibouche qui va modérer ce débat, cette grande table ronde. Donc je lui donne la parole en premier et il dispatchera la parole bien sûr aux autres intervenants. Docteur Nibouche, c'est à vous. Merci Ahmed. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de pouvoir aujourd'hui nous retrouver tous au sein de cet événement que je dirais grandiose parce que c'est un événement qui sert à la fois la profession, la santé et puis l'économie algérienne à travers l'ensemble des intervenants, tant dans la production que la distribution locale, bien sûr, et ce qui permet donc à chacun de pouvoir voir les développements acquis depuis le dernier salon aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, le point d'aujourd'hui, c'est le vécu par le pharmacien, par la profession, depuis le mois de janvier de l'année dernière, déclaration de la pandémie, au jour d'aujourd'hui, en termes de difficultés, en termes de disponibilité, en termes de problématiques rencontrées par les patients, en termes de prise en charge, à tous les niveaux, en commençant bien sûr par le dernier maillon de la chaîne, le patient et sa relation avec le pharmacien hospitalier, sa relation avec le pharmacien officinal, ensuite les deux acteurs, pharmacien hospitalier, pharmaciens officinal et leurs distributeurs, que sont les distributeurs à travers le territoire national, la pharmacie centrale des hôpitaux pour les hôpitaux, et bien sûr les distributeurs figurant ou installés à travers le territoire national. Pour arriver enfin à la source de ceux qui sont confrontés aux grosses problématiques de la disponibilité tant de la matière première que des intrants, et des produits finis destinés donc à la revente en l'état, ce sont les fabricants et les importateurs. Aujourd'hui, nous avons invité le docteur Messoud Belhamri et le docteur Arham Shafiq, respectivement président du SNAPO et vice-président du SNAPO. Nous avons invité le docteur Kerar Wahid, président de l'UNOP, à ma droite, le professeur El Mansouria Nebchi, présidente de la SAFO, qui est la Société algérienne de la pharmacie hospitalière, et puis la non moins importante docteur Nebchi Kerima, qui représente la pharmacie centrale des hôpitaux et qui est directrice commerciale au sein de cette entreprise. Premier sujet, première étape de l'organisation de ce débat consiste à faire le point de ce que vous avez rencontré chacun dans son exercice depuis 1 an et demi comme problématique. Nous aborderons en deuxième étape, au bout de la demi-heure, la deuxième étape qui consistera à donner les leçons retenues par chacun et quelles sont les perspectives d'avenir en termes d'organisation et de prise en charge, bien sûr, et d'encadrement des événements de la santé majeurs, tels que les épidémies qui donnent naissance à des pandémies ou d'autres événements de la santé majeure.
Alors pour commencer, comme je l'avais dit, pharmacien hospitalier, le premier, Madame le professeur Nepchi, à vous la parole. Alors, bonjour à tous. Je rends toujours hommage à mes consoeurs, mes confrères pharmaciens hospitaliers, dont ils ont été mobilisés pendant toute la pandémie du Covid-19 à ce jour-là. Ils étaient confrontés à beaucoup de choses. Ils se sont retrouvés à faire, d'habitude, ils approvisionnaient normalement les hôpitaux en médicaments et en dispositifs médicaux. Leur travail a été bouleversé. Ils se sont retrouvés face à une pandémie, des gens qui demandaient beaucoup de choses, des choses qui n'existaient pas à l'hôpital, telles que les moyens de protection. Donc, les moyens de protection, ça a été très difficile dans un premier temps de les avoir parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Alors, pendant toutes les pharmaciens et les pharmacies des hôpitaux au niveau national ont été confrontés à ce problème. On ne savait pas ce qu'il fallait faire au début. Est-ce qu'il fallait prendre en charge ces patients-là? Il fallait prendre en charge les patients, le personnel médical, les agents et les ambulanciers. Est-ce qu'on avait les moyens budgétaires pour faire face? On n'avait pas aussi les moyens de budget au niveau des hôpitaux. C'est grâce à la PCH, grâce à notre gouvernement, qui nous a approvisionné pendant une année gratuitement des moyens de protection et grâce aux dons de tous nos partenaires industriels. Alors, on a vécu pendant toute l'année, jusqu'à présent, on vit aussi encore des dons et grâce maintenant aux partenaires qui ont commencé à produire tels que les bavettes, les surchaussures, les calots, le gel hydroalcoolique, là, le pharmacien hospitalier commence à se stabiliser et faire des stocks au niveau des hôpitaux. Tous les pharmaciens des hôpitaux se sont mobilisés et ils ont travaillé, même on a tiré des leçons parce que non seulement on travaillait et on pensait à améliorer notre situation de travail. Comment faire? Donc il y a eu des kits que les pharmaciens ont fait, par exemple des kits pour les gardes. Chaque médecin avait son kit. Il y avait aussi les kits qui contenaient des bavettes, des surblouses, des surchaussures. Donc c'était individuel. On pensait à la préparation, tu as les gels hydroalcooliques au niveau, on s'est mobilisé au niveau des hôpitaux, on a préparé. Et bien sûr, les médicaments, les stocks des médicaments, des médicaments tels que la chloroquine, l'énoxaparine, il y a des surcommandes. Donc là, on n'était pas apte à approvisionner ces quantités-là. Mais par contre, on a eu beaucoup de pertes dans le quotidien. Tous les médicaments qui étaient en stock se sont périmés au niveau de notre structure. Là, je dirais que pendant cette pandémie, c'est vrai, on a appris des leçons, mais il faut faire très attention. Les établissements hospitaliers ont perdu en question d'argent et en produits périmés. Et je vous remercie. Merci. Petite question au détour. J'ai bien noté que l'organisation, tout à fait au départ, a été, en fait, tout le monde a été surpris par la soudaineté de l'événement. Ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de moyens budgétaires pour pouvoir s'approvisionner et que grâce aux dons et en fait à la gratuité des institutions de la République, en termes de prestations, en termes de dons, en termes d'apports, la prise en charge a pu être faite à travers les hôpitaux. La question que je pose, c'est normalement, il existe un plan Orsec, organisation des secours, qui, à n'importe quel moment de la vie d'un hôpital ou d'un pays, quel que soit le déclenchement de l'urgence, le déclenchement du plan Orsec est systématique et le plan Orsec, en fait, touche à toutes les institutions gouvernementales en partant du ministre des Finances jusqu'à arriver au ministre de la Santé pour ce qui est bien sûr de la prise en charge des soins. Qu'en est-il
du plan Orsec au niveau des établissements de santé et de comment celui-ci a-t-il pu être activé? Alors, c'est une leçon que nous allons tirer. Alors là, le plan Orsec, il faut voir la liste des produits qui existent dans ce plan Orsec. Alors là, je vais direct France, c'est que les médicaments qui sont au niveau de ce plan Orsec ne pouvaient pas faire face à la pandémie, tels que les moyens de protection, les bavettes, on ne les avait pas en plan Orsec, les surchaussures, on ne les avait pas, on n'avait pas les surblouses, on n'avait pas de la chloroquinine, on n'avait pas le Zitromax. C'est une pandémie qui, les produits du plan Orsec ne pouvaient pas faire face à cette pandémie. C'est pour ça que maintenant, il faut revoir notre gestion. Il ne faut pas laisser stocker des médicaments et dire que c'est un plan Orsec. Dans le plan Orsec, on a de la bétadine, on a les curares, on a les vaccins, on a de l'alcool. Et avec ces produits-là, je ne peux pas faire face à une pandémie telle que le Covid-19. Dans la particularité, ce sont les moyens de protection. Merci beaucoup. De toute façon, nous reviendrons sur ce point en deuxième partie de la table ronde. Je me tourne vers Monsieur le Président du SNAPO pour la même question, bien sûr, les problématiques et bien évidemment les difficultés qui ont été rencontrées depuis le mois de janvier 2020 à ce jour pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en devices. Merci, Dr Nibouche. Je pense que les pharmaciens d'officine à travers tout le territoire national, ils ont eu avant tout un problème de continuité de service, parce qu'il y avait déjà une grande partie de leurs employés qui ne pouvaient plus rejoindre leur lieu de travail. Eux-mêmes, ils avaient des difficultés pour se déplacer. Ajoutons à cela le service de garde, notamment des week-ends et de nuit, qui était pratiquement prolongé, ou bien imposé là où il n'était pas de vigueur. Donc il y avait déjà le problème de maintenir en activité l'officine pharmaceutique. Face à ça, par rapport aux moyens de protection et de lutte, c'était comme en milieu hospitalier, la grande pénurie. Donc il y avait des difficultés d'approvisionnement par rapport aux gants, le gel hydroalcoolique, les masques, même l'alcool. En parallèle à ça, ce qui aggravait encore plus la situation, c'est que le milieu de la distribution des produits parapharmaceutiques, je dirais, n'est pas aussi bien organisé que le milieu de la distribution des produits pharmaceutiques, du médicament. On avait affaire à des distributeurs qui n'ont pas fait preuve de professionnalisme. Et quand il y avait donc la demande qui a explosé face à la pénurie et au manque de disponibilité de ces produits, il y avait donc les prix qui ont connu une augmentation inacceptable. Et là, le pharmacien était devant le défi et la difficulté de s'approvisionner et de mettre ces moyens de protection non seulement à la disposition des citoyens, mais aussi bien pour lui-même et pour ses employés, parce qu'il fallait continuer à exercer et il fallait se protéger en même temps. Je rappelle quand même que nous avons eu plus de 12 décès en pharmacien d'officine lors des premiers mois de cette épidémie. Et là, justement, s'ajoutait donc l'autre difficulté des prix, donc des masques qui étaient pratiquement achetés au prix de gros à des prix inacceptables. Donc des pharmaciens qui les achetaient quand même, mais qui les commercialisaient. D'autres qui trouvaient justement face à ce problème moral, je dirais, des masques qui se vendaient à 10-15 dinars, maximum 20-25 dinars, qu'on était obligé, vu leur prix d'acquisition, de les revendre à 70 ou 75 dinars. Donc ça, c'était un problème qui a mis en accusation, en quelque sorte, beaucoup de pharmaciens d'officine. Donc non seulement les produits n'étaient pas disponibles, mais quand ils l'étaient à des prix inacceptables. Donc ça, c'était la première phase qui était difficile à gérer par rapport à l'exercice. Merci beaucoup, Barakallahu Fik.
Je me tourne vers Madame Nebchi, Karima, la directrice commerciale de la pharmacie centrale des hôpitaux, de manière succincte mais précise. Quels ont été par rapport à, encore une fois que vous avez écouté le rapport en fait par le professeur Nebchi, quel est, d'après vous, quels sont les problèmes auxquels vous avez été confrontés pour l'approvisionnement des structures hospitalières? Donc, tout d'abord, je dis bonjour à mes collègues ici présents, confrères et consorts. Donc, la pharmacie centrale des hôpitaux, comme tout établissement, elle a été surprise par la pandémie Covid-19. Nous n'avons pas été préparés. C'est des produits, les moyens de protection, ce n'est pas des produits qui existent en Orsec. Et la PCH, ils ne font pas partie de la liste des stocks de la PCH. Donc, nous avions été surpris, comme tout le monde, par cette pandémie. Alors, une fois que la pandémie elle a été déclarée dans notre pays, la PCH elle a eu l'exclusivité d'approvisionner tous les établissements de santé. Il y a eu même des notes de la part du ministère de la Santé où ils ont instruit les fabricants locaux à l'effet de vendre tous les masques, en fait les moyens de protection à la PCH. Et là, c'est vrai que ça a été un problème pour tout ce qui est... c'était en fait... ce que j'allais dire que c'était un problème parce qu'il fallait approvisionner et le secteur public et privé en même temps. Donc, face à cela, nous avons obtenu des autorisations pour l'importation des masques et des moyens de protection. Alors, l'importation était primordiale pour faire face aux besoins des établissements de santé. À cet effet, c'était à partir de là que nous avions pu approvisionner les établissements publics de santé et aussi les grossistes distributeurs. Maintenant, le défi que nous avons eu, c'était en fait de continuer à assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques. Avec les réquisitions des médicaments à l'international pour leurs besoins locaux, les fournisseurs étrangers, ils ont réquisitionné certains produits. Il y a eu aussi des retards de livraison des produits de la part des fournisseurs. Donc c'était en fait, c'était un réel problème pour nous. Merci. La question en fait, que je voudrais vous retenir avant de donner la parole à Monsieur le Président de l'UNOP, c'est que la PCH a rencontré un problème des difficultés d'approvisionnement pour alimenter la pandémie et donc alimenter les établissements de santé, quel que soit leur niveau, en parlant du CHU jusqu'à la plus petite salle des soins située à travers le territoire national, n'est-ce pas sa mission? Mais en plus, la difficulté rencontrée par la pharmacie centrale des hôpitaux était aussi de s'approvisionner et d'approvisionner les hôpitaux pour les activités courantes. Les actes chirurgicaux, les actes de consultation, les hospitalisations de tous les jours, que ce soit, quelle que soit la spécialité, partant de la cardiologie, en passant par la diabétologie, etc. Le point que je souhaiterais peut-être auquel vous répondrez tout à l'heure, il est lié justement à la leçon retenue par la pharmacie centrale des hôpitaux dans l'encadrement de la distribution vers les centres de santé, les centres des urgences, à travers à travers le territoire national. Et je me tourne donc vers docteur Guérard. Je vais vous donner la parole. Vous avez le rôle, en fait, double rôle de producteur et donc
vous avez été confronté aux difficultés de l'importation de la matière première et du maintien de la productivité sur le territoire national. C'est à peu près un problème qu'a rencontré dans une moindre mesure la pharmacie centrale des hôpitaux. Et donc vous aviez la responsabilité de maintenir les activités médicales et la disponibilité des médicaments à tous les patients sur le territoire national. Mais en plus de cela, vous avez rencontré les grands problèmes de fermeture des frontières, de la raréfaction des moyens de transport internationaux. Et donc je voudrais que cet exposé soit fait aujourd'hui de manière très succincte, donc à nos amis présents aujourd'hui à cette table ronde. Merci, Dr Nibouche. Le secteur de la production a vécu, comme tous les autres secteurs, ce choc économique. N'oublions pas que cette pandémie a conduit l'année passée à une récession de 8% de l'économie mondiale, récession qui n'a jamais été vue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un choc très important. Comme dans les autres pays, les producteurs algériens ont vécu cette pandémie comme un secteur stratégique. Et je voudrais aborder cela sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que le maître mot, c'était la continuité de l'activité pour pouvoir justement continuer à répondre à la demande croissante qui allait arriver. Et donc nous avons dû nous réorganiser le fonctionnement de nos unités de production en fonction des nouvelles contraintes sanitaires qui étaient soudainement posées. Et donc nous avons rédigé des protocoles opératoires, bien sûr toutes les mesures de protection. Nous avons réorganisé les équipes de production 3x8 pour avoir moins de monde dans les espaces de production. Nous avons fonctionné en mode groupe pour éviter qu'il y ait des contaminations massives, c'est-à-dire pour limiter la contamination s'il y avait contamination aux seuls ateliers. Nous avons réorganisé les transports du personnel, les cantines. Donc tout ça, bien sûr, nous avons donné des masques et tous les produits de protection au personnel. Nous avons été contraints d'aller au télétravail dans un pays où la connexion est compliquée à avoir. Et donc, mais c'était une expérience qui va nous aider pour l'avenir. Maintenant, sur le volet des matières premières, il fallait surtout sécuriser l'approvisionnement en matières premières en intrants. Et là, d'abord, il faut souligner que le fret aérien et maritime se sont respectivement multipliés par 5 et par 3 pendant cette crise et jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, pour vous donner quelques chiffres que je donnerai demain lors de ma communication, les étuis, par exemple, le prix des étuis a augmenté de 15%. Le prix du carton américain a augmenté de 13%. Le paracétamol, matière première, a augmenté de 62%. Donc plusieurs excipients ont augmenté et cela sans que toucher le prix final du médicament. Donc tout ça a été absorbé par les producteurs. Je voudrais aussi signaler quelques points positifs. Il y a eu un énorme élan de solidarité qui a été fait très tôt avec le SNAPO. Nous avons fait des affiches que vous retrouvez d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont à l'entrée des pharmacies, à l'entrée de plusieurs institutions publiques, pour justement sensibiliser aux gestes barrières, sensibiliser les citoyens pour cela. J'ajouterai seulement, pour lever tout équivoque, que les quelques dépassements et quelques opportunistes qui ont augmenté les prix des masques, ce n'est pas le secteur de la distribution classique de médicaments, c'est plutôt le secteur parapharm qui a fait cela. Moi, je voudrais aussi rendre hommage
au SNAPO qui a accepté, quand nous avions fabriqué le gel hydroalcoolique, à sacrifier des marges, en fait, et le producteur et le pharmacien d'officine ont pris des marges symboliques et justement n'ont pas profité de cette situation pour faire flamber les prix. Je rajouterai 2 points, c'est qu'il y a plusieurs projets en cours de construction en Algérie. Tous ces projets-là, on n'y pense pas beaucoup, mais ils souffrent de la limitation donc, de la circulation. Donc il n'y a pas de techniciens étrangers qui peuvent venir. Il y a des retards dans les livraisons de certains équipements. Et ça alourdit la trésorerie de tous ceux qui sont en train d'investir aujourd'hui, qui ont eu le courage d'investir. Je rajouterai aussi que cette pandémie a affecté aussi tout le développement de nouveaux produits qui, bien sûr, a subi les mêmes contraintes et connaît un retard conséquent. Barakallahu fik, merci beaucoup, Dr Guérard. C'est très clair. Monsieur Raham, vous voudriez dire un mot de manière succincte? Oui, s'il vous plaît, je voudrais rajouter quelques mots sur l'exercice officinal et le pharmacien d'officine face à l'épidémie du Covid-19. Bon, on sait que c'est une pandémie Covid-19 avec un enjeu de santé majeur donc, et en urgence. Au niveau de l'officine en Algérie, il y a eu, dès le début, je parle de la première phase, premier semestre de 2020, une prise en charge complète avec toutes les difficultés qu'on a eues, qui ont été dites sur l'approvisionnement des dispositifs médicaux, des bavèdes, du gel hydroalcoolique, etc., parce que la demande était très forte. Il faut savoir que sur le plan épidémiologique, et ça a été rappelé, nous avons essayé d'informer la population, d'informer les citoyens et les clients et les malades qui venaient dans nos officines. Nous avons donc effectivement, bien sûr, Krar vient de le rappeler, fait conjointement des affiches qu'on a placardées sur les officines, montrant les gestes barrières et donnant des conseils régulièrement. L'officine s'est improvisée en prenant les dispositions nécessaires pour protéger l'espace client, pour protéger les équipes officinales du maximum qu'on a pu. Les difficultés qu'on a eues pour s'approvisionner en masques, en gel, etc., on a essayé de les résoudre du mieux qu'on a pu. Mais je voudrais mettre en avant, si vous permettez, le rôle du pharmacien, les 11 000 officines réparties à travers le territoire national. Nous avons, en termes de dispensation, fait en sorte que, à ce moment-là, on avait beaucoup de cabinets de nos confrères médecins qui étaient fermés. Le pharmacien, avec les caisses de sécurité sociale, a pu permettre qu'il y ait observance des traitements aux malades, et des dispensations de traitements ont été faites hors cadre réglementaire, c'est-à-dire que sans qu'il y ait les ordonnances dans ce Très bien, sens. merci beaucoup. Bien, fin de la première partie. Le bilan a été fait. Nous savons d'une manière précise, mais peut-être serait-il bon de le développer. Et j'ai bien retenu que Dr Guérard demain fera une présentation aussi sur le sujet. Le point est simple. Il y a eu des conséquences sur la qualité de la prise en charge des patients et des conséquences sur l'économie nationale. Ce sont les 2 points, je pense, les 2 piliers importants sur lesquels nous devrions axer notre débat de la deuxième partie. En fait, lorsque j'entends problématique d'organisation des soins d'urgence, problématique budgétaire, problématiques liées au non-professionnalisme, donc qui touche à la qualité de la distribution, à l'opportunisme. Bien sûr qu'il y a des éléments positifs, les élans nationaux d'associations, l'apport
et l'assistance apportée aux patients, tout cela est très positif. Mais il demeure que ce que j'ai noté comme point est une liste de points qui ne sont pas négatifs, mais de points gênants, liés à l'institution gouvernementale jusqu'au dernier maillon de la chaîne, qui est la distribution et la remise du produit pharmaceutique aux patients, ou alors de l'exercice médical, de la consultation et de l'apport des soins. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous gérés par le devoir et l'obligation de soins à apporter aux patients, qui est un point clé dans la Constitution et qui devient non pas un devoir mais une obligation de loi. Le deuxième point, et donc je me tourne vers mes invités pour dire quelles leçons faites-vous de cette expérience, et si demain ça devait se répéter. Enfin, demain c'est aujourd'hui, puisque nous sommes au troisième événement. On a l'impression que nous sommes encore au retour de l'épidémie chez nous, avec un nombre de patients sans cesse en augmentation tous les jours, et qui aujourd'hui apporte aussi son lot de malheurs par les décès, les hospitalisations et l'encombrement dans les centres de réanimation et les hôpitaux. Madame le professeur Nebchi, comment voyez-vous aujourd'hui la prise en charge hospitalière à travers la pharmacie? Et comment mesurez-vous aujourd'hui la qualité du service de la pharmacie hospitalière aux services médicaux de soins, que ce soit en réanimation, aux urgences ou dans les soins quotidiens? En tout cas, de ma part, dans mon hôpital où je suis, la qualité des soins et la prise en charge du malade est prise en considération. Donc l'évolution de la profession du pharmacien hospitalier a changé. L'esprit du pharmacien hospitalier a changé. On sait que le pharmacien n'est plus un exécutant de bons de commande. Donc là, on travaille en collaboration directe avec les cliniciens. Ce qui se fait, nous sommes dans l'obligation d'établir des listes de produits pharmaceutiques en médicaments, en réactifs ou en dispositifs médicaux. C'est vrai que nous avons des contraintes des fois d'approvisionnement et surtout de budget, parce que nous avons le même budget. Nous constatons de nos jours que les médicaments ont augmenté de prix, surtout quand on promouvoit la fabrication locale, les produits hospitaliers deviennent de plus en plus chers. Avec le même budget, avec ce que nous donne le ministère de la Santé, et on me demande d'acheter les médicaments avec le nombre de patients que je dois prendre en charge n'a pas changé ou a augmenté. Donc ce qui fait là, ce que nous demandons, c'est d'avoir un peu plus de budget. Les pharmaciens hospitaliers on travaille en collaboration étroite avec les cliniciens, pas uniquement avec les cliniciens, même le paramédical, il ne faut pas le mettre à l'écart parce qu'il nous aide beaucoup. Nous sommes dans une dispensation nominative journalière et à partir de là, et nous avons maintenant au niveau des UMC, des urgences et en réanimation, on a des pharmacies maintenant qui existent 24/24. Donc les gardes au niveau des hôpitaux, au niveau des pharmacies, sont assurées par des pharmaciens. Donc ce qui fait, si ce n'était pas cette pandémie dont le pharmacien est en train de réorganiser son travail, le quotidien, maintenant nous pensons à autre chose, c'est même au niveau des kits, nous faisons des dispensations nominatives. Par exemple, s'il y a une équipe de garde qui fait, nous sommes dans l'obligation pour chaque infirmier, médecin, de lui donner 3 kits. Donc là, on constate quand même il y a une évolution dans le métier du pharmacien hospitalier, même s'il n'a pas encore de statut. Vous partagez cet avis, Madame Nebchi, pour la pharmacie centrale des hôpitaux? Juste pour être complet.
Pour la pharmacie centrale des hôpitaux, il faut savoir que le nombre d'établissements publics de santé augmente d'année en année. Aujourd'hui, nous approvisionnons 617 établissements avec les mêmes budgets. Avec la pandémie Covid-19 et la demande importante des hôpitaux en produits de santé, nous avons aujourd'hui, il est essentiel pour la PCH d'initier des systèmes de management de crise et de risque. C'est très important. Nous comptons beaucoup sur la fabrication nationale. Nous comptons beaucoup sur la fabrication nationale. Nous devons avoir des produits, je dis que nous devons avoir des produits de qualité, mais à un coût moindre, qui peut à un coût moindre. Voilà. Donc, aussi, docteur Nibouche, pour ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux difficultés la difficulté de la distribution, nous avons eu de difficultés de gérer la distribution des moyens de protection notamment. Tout ça parce que nous n'avons pas de visibilité sur les stocks au niveau des hôpitaux. Donc, nous espérons avoir un système d'information qui nous permettra d'avoir une vision sur le stock national en médicaments. En termes clairs, vous voulez une coordination nationale de l'organisation des secours. Et ce qui me fait revenir au premier point de départ, le plan Orsec, dans lequel la pharmacie centrale des hôpitaux doit jouer un rôle extrêmement important. De toute façon, pourquoi? Parce que ce sont des petites mains qui se rassemblent et qui, si on les assemblait toutes, feraient le succès des opérations de secours. Il ne faut pas oublier qu'entre un tremblement de terre et une pandémie, la différence est énorme. C'est que le tremblement de terre, c'est soudain, mais on sait à quel type de soins nous allons avoir à faire. C'est des fractures, des traumatismes, etc. Et puis, bien évidemment, les épidémies infectieuses liées aux cadavres, etc. Par contre, une épidémie telle que celle à laquelle nous avons fait face, l'ennemi est méconnu. Il est inconnu. Nous ne savons pas comment il se comporte. Et la preuve, c'est qu'une année et demie après, nous ne savons pas encore quels soins apporter et comment répondre. Moi, je pense que de ce point de vue, que ce soit pour ce qui concerne les établissements publics, mais aussi privés, l'organisation des secours doit être mise en place de manière efficiente, sérieuse, et de sorte à garantir la survie des patients, la couverture sanitaire et bien sûr un apport de soins de qualité à chacun des patients, lequel ne réclame rien d'autre que son droit constitutionnel à la prise en charge tout en préservant sa dignité. Alors, quel est votre rôle en termes de leçons apprises, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président du SNAPO, de ce que vous avez appris et de ce que vous appréhendez ou de ce que vous ne ferez pas, ou vous espérez que cela ne se fasse pas dans l'avenir immédiat, puisque nous sommes encore en plein recrudescence de l'épidémie en Algérie. Merci, docteur Nibouche. Vous nous donnez l'occasion d'exprimer un petit peu la déception des pharmaciens parce que, bon, on est dans une phase où maintenant, grâce à la production nationale, aux efforts des investisseurs et des producteurs locaux, il n'y a pas de problème de disponibilité, de gel, de masques. L'État a même autorisé leur exportation. Il a levé l'interdiction. Nous nous inscrivons actuellement, l'État s'inscrit dans une phase de vaccination, de protection, avec l'annonce même de la réception de 3 millions de doses par mois. Nous sommes au regret de constater que le pharmacien a été totalement marginalisé dans cet élan de prévention.
Partout dans le monde, on voit que le pharmacien a été associé, même encouragé à produire le gel hydroalcoolique. Chez nous, il est verbalisé s'il le fait. Le pharmacien est associé à la réalisation des tests antigéniques et ça contribue à lutter contre la propagation de la pandémie. Le pharmacien a été associé aux campagnes de vaccination. Chez nous, l'État a préféré le faire sur les trottoirs et dans les tentes. C'est malheureux. Nous considérons que l'officine est un espace de santé de premier choix. Les officines sont réparties convenablement et de manière très étoffée à travers tout le territoire national. Nous comptons pas moins de 11 500 à 12 000 officines. L'officine est un espace de santé ouvert à tous, à tout moment, sans rendez-vous et gratuitement. Les compétences des pharmaciens ne sont pas à démontrer. Vous en avez formé des milliers, docteur Nibouche. Et nous regrettons quand même, et ce n'est pas par faute de ne pas l'avoir demandé. On a signifié l'aptitude des pharmaciens à participer à l'effort national de lutter contre cette épidémie et de participer à la vaccination, de participer à la réalisation des gels antigéniques. Malheureusement, on n'a pas reçu de réponse. C'est en tout cas une excellente proposition pour dire que devant la situation sanitaire, ce sont tous les efforts nationaux, quels qu'ils soient, relevant de l'autorité de l'État en termes de pouvoir public ou d'établissement du secteur public, ou relevant de l'autorité d'État en termes de secteur privé, mais tous doivent contribuer et se rassembler au même point nodal, l'intérêt national, parce que prendre en charge correctement, tel qu'il se doit, une pandémie qui est une épidémie chez nous, c'est sauver l'économie, sauver les emplois, c'est permettre aux familles de continuer à vivre à l'aise et dans la dignité. Aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de profession, ce sont des avis. Et à travers ce que vous avez dit, j'ai noté l'insatisfaction du corps pharmaceutique officinal, du fait qu'il n'ait pas pu participer de manière plus efficiente, parce que vous avez participé, plus efficace, plus engagé dans dans la stratégie de vaccination, dans la stratégie d'encadrement de l'épidémie en Algérie. Très bien. Juste avant de donner la parole au docteur Kera, vous avez, M. Hall. Oui, je pense que par rapport à ce que vient de dire le président Belamri, c'est-à-dire il y a effectivement le constat amer d'une sous-utilisation des compétences et des capacités du pharmacien. On est dans un système de santé où c'est un maillon indispensable qui est en contact direct avec les malades, en contact direct avec le citoyen. C'est une profession de contact. Donc, on espère, devant ce constat amer qu'on fait à ce moment de l'épidémie en Algérie, on espère, et on le propose, par rapport à la loi 1811, la loi de santé 1811, que les services de santé soient développés au niveau de l'officine. Nous avons fait toutes les propositions nécessaires pour que les textes d'application soient mis en place par rapport à cela. Et ça a été dit, dans tous les pays, le pharmacien est mis en avant, contribue valablement au système de santé. Il a été rappelé tout à l'heure que même, et ça c'est absolument aberrant et inadmissible, que le pharmacien qui a toute une formation dans le préparatoire, on lui interdit de fabriquer du gel hydroalcoolique. Vous vous rendez compte, il est même verbalisé. C'est absolument inadmissible. Nous contribuons au système de santé, mais nous voulons y contribuer à part entière pour le bien du citoyen et pour le bien de notre système de santé. Merci beaucoup. Alors, quel est Monsieur le président de l'UNOP, vous avez écouté les professionnels de la santé.
au niveau des établissements publics, au niveau des établissements privés, au sens de la distribution, de la remise des médicaments, de l'ensemble des problèmes qu'ils ont rencontrés, en plus des propositions qui ont été faites. Aujourd'hui, l'UNOP, qui est un acteur économique très important, en fait, qui est au devant de la scène pour ce qui est du développement de notre tissu industriel, comment voit-il le développement de ce secteur privé, de l'industrie pharmaceutique et de la distribution, et comment va-t-il pouvoir interférer ou interagir avec le gouvernement algérien pour en fait lever des blocages entre guillemets, mais qui ne le sont pas de manière volontaire, c'est par force de loi, ou de lever des réticences quant au développement de ce secteur pour, par exemple, la biotechnologie, la fabrication des vaccins, la mise à disposition de la population de produits de recherche et de développement algériens sortis de l'université, répondant aux besoins de la santé et de la politique de santé en Algérie. Tfaddal.